Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle effectivement Nicolas Chartier, je suis salarié de l'Institut de l'élevage dans le service environnement et basé à Lyon. Et ce travail a été fait avec Patrice Pierre, que tout le monde connaît ici, je pense, mais qui est aussi du coup à l'Institut de l'élevage dans le service fourrage et pastoralisme, basé à Beaucouzé. Et donc le travail que je vais vous présenter, il s'intitule donc Description des conduites des prairies en rotation à partir des données du réseau Défi Ecophyto. Je vais commencer par quelques rappels d'ordre méthodologique. Ensuite, je vous présenterai les principaux résultats de ce travail. Et enfin, une petite partie conclusion, discussion. Globalement, en termes méthodaux, d'où viennent les données? Donc, elles viennent du réseau Défi Ecophyto. Et donc, le réseau Défi, c'est une des actions majeures du plan Ecophyto. Le plan Ecophyto, c'est un plan de réduction des risques liés aux produits phytosanitaires français, qui est en fait la déclinaison française de la directive cadre européenne de 2008 qui impose à chaque État membre de mettre en place des plans de réduction des risques liés à l'utilisation des produits phyto. Il y a eu plusieurs versions de ce plan. Aujourd'hui, on est sur le plan Ecophyto 2+. Il y a beaucoup d'actions différentes, de la formation pour les agriculteurs, de la surveillance biologique du territoire, de la recherche, etc. Et donc le réseau Défi est une des actions majeures. Et c'est quoi le réseau Défi? Donc il y a deux sous-réseaux dans le réseau Défi. Il y a un réseau Défi ferme avec 3000 agriculteurs. Maintenant, on va passer à 2000, mais en gros, voilà, une quantité importante d'agriculteurs qui représentent les principaux types de systèmes de production, donc grande culture, polyculture, élevage, maraîchage, horticulture, viticulture et culture tropicale. Donc là, l'idée, c'est de travailler avec eux sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires en conditions réelles, disons, et un réseau XP, donc là, c'est plutôt des sites expérimentaux qui sont suivis pour tester des systèmes plus en rupture dans l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, ce sont en fait des agriculteurs qui sont accompagnés par des conseillers, généralement de chambres d'agriculture, pour les accompagner dans la réduction de l'usage. Et en échange de cet accompagnement, on collecte les données sur leurs pratiques. Et ce sont ces données-là qu'on a utilisées là dans le cadre de cette étude. Donc, les données qui sont collectées, donc la filière qu'on étudie, c'est la filière grande culture, polyculture, élevage, donc il y a à peu près 1500 systèmes qui sont suivis. Les données collectées, ce sont donc des données de pratique, donc tous les itinéraires techniques, donc les produits, les doses, à quelle date sont semées les cultures, voilà, etc. Et des éléments plutôt relatifs aux systèmes qui sont mis en œuvre, donc la rotation par exemple, mais également voilà, le parc matériel qui est lié au système en place, etc. Ces données elles sont stockées dans un système d'information dédié qui s'appelle AgroSyst et qui est administré par l'INRAE. En termes de sélection, donc dans cette étude, on n'a retenu que des données qu'on a jugées de qualité. Donc en gros, on fait, dans les données qu'on récupère, on regarde un certain nombre d'éléments pour vérifier que les données qu'on va ensuite analyser, elles soient de qualité suffisante. Parce que dans un réseau comme ça, évidemment, la qualité, c'est très hétérogène. C'est en plus des données qui sont complexes. Il y a beaucoup de choses à collecter, des choses très précises. Donc tout n'est pas de bonne qualité. Donc en gros, il y a deux façons de le faire. Donc, on regarde si dans les données qui sont décrites figurent des informations qu'on a jugées indispensables. Et d'autre part, on calcule les indicateurs, ensuite on compare les valeurs calculées par rapport à des seuils qu'on juge crédibles. Et donc tous les systèmes qui ne passent pas ces deux niveaux de filtre ne rentrent pas dans l'étude. En termes de traitement des données, donc on commence par calculer des indicateurs de performance, donc IFT, les indicateurs économiques, un certain nombre d'indicateurs. On calcule des indicateurs qui visent à caractériser de manière typologique un peu les systèmes. Donc là, on va parler des types de prairies, le type de travail du sol, un certain nombre d'éléments comme ça. Et ensuite, les indicateurs de performance sont agrégés à différentes échelles. Donc en gros, agrégés à l'échelle de la culture, donc de l'itinéraire technique, et du système de culture. Donc un système de culture, c'est une rotation type. Donc on pondère en fait, pour avoir la valeur de l'indicateur à l'échelle du système de culture, on pondère la valeur prise par chacune des cultures qui composent le système par le poids qu'elle représente dans le système. Et ça nous donne une performance à l'échelle de la rotation. Et ensuite, là, on sélectionne que les systèmes qui contiennent des prairies temporaires. Ça nous donne à peu près 1300 rotations qui sont retenues, qui couvrent des campagnes allant de 2009 à 2020. Au sein de ces 1300 rotations, on a à peu près 1600 itinéraires techniques de prairies temporaires qui sont analysés, et près de 6300 itinéraires techniques de cultures annuelles en rotation avec ces prairies, donc principalement des serres à la paille, du maïs et des branches fourragères. Dans le cadre de cette étude, on a fait un classement typologique en 5 classes, en fonction de la durée. Donc vous voyez, la classe 1, c'est les prairies de courte durée jusqu'à 18 mois,
de 19 à 24 mois en classe 2, de 2 à 3 ans en classe 3, 3 à 4 ans en classe 4 et 5 ans et plus en classe 5. Bon, on a essayé de faire une typologie un peu plus fine que ce qu'on fait d'habitude. Bon, on peut discuter, mais voilà. On aurait pu faire des choses un peu plus classiques en 3 classes, mais voilà. Vu qu'on avait un échantillon assez conséquent, on a essayé de creuser un petit peu les choses un peu plus finement. Donc globalement, quand on regarde dans l'échantillon, on a une prédominance, donc quasiment tous les graphiques de la présentation, il y aura les mêmes abscisses à chaque fois. Alors, le laser, il est là. Donc vous aurez le type de prairie en abscisse, et ensuite évidemment la performance ou les éléments qu'on regarde en ordonnée. Donc là c'est des effectifs, donc on voit que la classe dominante en termes d'effectifs de données dans l'échantillon, ce sont les prairies de classe 1, donc de courte durée. Ensuite on a bien représenté les classes 3 de 2 à 3 ans et classe 5 de 5 ans et plus, et un peu moins représenté classe 2 et classe 4. Bon, on a quand même des effectifs assez intéressants. Si maintenant on s'intéresse à la composition des différents types de prairies, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, là vous voyez, en ordonnée, vous avez le nombre d'espèces. Donc ce sont des boîtes à moustaches. Donc l'intérêt des boîtes à moustaches, c'est que ça permet de montrer des éléments à la fois de moyenne, donc sur la performance moyenne, le nombre moyen d'espèces au sein des classes, mais ça montre aussi la diversité. Il y a quand même une forte diversité dans ce cas-là. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, les espèces étudiées, les prairies étudiées se composent de 2 espèces, que les prairies de plus longue durée ont en moyenne plus d'espèces et donc que les prairies de courte durée, et que malgré tout, au sein de chaque classe typologique, on a quand même une forte variabilité, et qu'au global, malgré tout, dans la grande majorité des cas, on est à moins de 4 espèces qui composent les prairies dans toutes les classes. Quand on regarde maintenant plutôt en termes de type, des espèces en tant que telles, quelles sont-elles quelle est la composition en espèces en fonction des types de prairies. Donc on voit que là vous avez en fait les histogrammes, ce sont des fréquences d'apparition, donc ça veut dire que là pour le Régras d'Italie, dans 50% des prairies de courte durée, il y a au moins du Régras d'Italie. Alors il peut être seul ou avec d'autres, mais voilà, c'est ça que ça veut dire ce graphique. Donc le Régras d'Italie domine la composition des prairies de très courte durée. La luzerne et le trèfle violet, quant à eux, dominent plutôt la composition des prairies de 19 à 24 mois. Les prairies de 2 à 4 ans, c'est le type de prairie où il y a la plus grande variabilité en termes de composition d'espèces. Il y a le plus grand nombre d'espèces différentes qui apparaissent dans ces prairies-là. Ça ne veut pas dire qu'elles sont associées. Voilà. C'est là où on a la plus grande diversité. Et pour les prairies de plus longue durée, le Régras hybride et anglais, ainsi que la fétuque élevée, sont bien représentés dans ces prairies de plus longue durée. Quand on s'intéresse maintenant au lien entre type de prairie et la place qu'occupe la prairie dans la rotation, donc là, la boîte à moustaches représente la proportion, la part de l'assolement emblavé avec la prairie, toujours en fonction des types de prairies. On se rend compte que plus les prairies sont de longue durée, plus elles occupent une place importante, une surface importante, une proportion importante dans l'assolement. Et qu'en moyenne, donc là c'est pas sur le graphique, mais c'est une information que je vous donne, les rotations qui incluent des prairies temporaires durent en moyenne 7 années et demie, donc c'est des rotations longues déjà, et que les rotations qui incluent des prairies de classe 5 ont en moyenne une durée de 9 ans. Sur le lien entre le type de prairie et les pratiques de fertilisation, donc là, les histogrammes que vous voyez, les couleurs, c'est le type d'éléments fertilisants. En bleu, c'est l'azote, en rouge, le phosphore et en vert, la potasse. Donc on voit qu'on a des niveaux de fertilisation azotée qui sont plus élevés pour les prairies de courte durée et également pour les prairies, principalement pour les prairies de courte durée quand même, en lien aussi avec le fait qu'il y ait une partie importante de ces prairies qui soit composée exclusivement de graminées. Des apports de phosphore qui, eux, varient quand même relativement peu d'un type de prairie à l'autre, autour de 24-25 unités par hectare par an, toujours. Et des apports de potasse qui sont plus élevés pour les prairies de courte durée et les prairies de classe 4. Alors, un petit peu compliqué d'expliquer pourquoi là on a ce pic à cet endroit-là. On est sur des approches système, donc c'est difficile de sortir quelque chose, mais en hypothèse, disons, peut-être qu'il y a un type de prairie où il y a une proportion de luzerne bien représentée, disons. Et puis peut-être aussi le lien, l'inclusion dans des rotations où il peut y avoir aussi des cultures qui ont des besoins, disons, en potasse importants. Bon. Mais c'est des approches système, donc je reviendrai à la fin, et c'est un petit peu compliqué quand on tire un fil comme ça de juste évaluer pourquoi il est ressorti.
Si on regarde maintenant plutôt les approches autour des phytos, donc de la protection phytosanitaire, donc là ce qu'on voit c'est des IFT, herbicides en bleu et hors herbicide en rouge. Donc des IFT c'est quoi? Un IFT, donc c'est indice de fréquence de traitement. C'est un nombre de doses homologuées de produits phytosanitaires qui est appliqué sur la culture et sur la durée de la culture. Donc depuis la récolte du précédent jusqu'à la récolte de la culture en question. Là, les hors herbicides sont des hors traitement de semences. Bon, donc les niveaux d'IFT sont très faibles, comparé à ce qu'il peut y avoir sur les cultures annuelles. En moyenne, sur le blé, les IFT, c'est autour de 4. Donc là, vous voyez, on est autour de 0,16 en sommant les deux. Donc, pas de surprise, mais c'est des IFT très faibles. Plutôt utilisation d'herbicides, et plutôt, on ne voit pas ici, lors de l'année d'implantation de la prairie. Après, bon, il peut y avoir des petits désherbages comme ça, mais c'est principalement lors de l'implantation de la prairie. Et les hors herbicides, c'est principalement des molluscicides, donc des antilimaces, et des insecticides. Mais vous voyez que c'est vraiment c'est très anecdotique. Il y en a, mais c'est plutôt anecdotique. Si on regarde maintenant le lien entre les types de prairies et les valorisations, donc là ce qu'on voit c'est les rendements. C'est des histogrammes empilés avec donc les couleurs, c'est les types de valorisation. Donc ce qu'on voit quasiment pas, c'est l'affouragement en vert. Ensuite enrubanage, ensilage, foin et pâturage. Et l'unité, c'est des tonnes de matière sèche. Donc voilà, vous savez ça bien mieux que moi, mais c'est des rendements déclaratifs. La méthode n'est pas forcément la même d'un conseiller à l'autre, c'est des fois assez compliqué. Donc bon, des chiffres à prendre avec une certaine prudence. Bon, néanmoins que voilà, les chiffres qu'on peut voir là, c'est cohérent par rapport à ce qu'on peut connaître, disons, par ailleurs dans la littérature ou sur le terrain. Un rendement moyen observé autour de 7,2 tonnes de matière sèche par hectare, avec évidemment de fortes variabilités au sein d'un type de prairie, entre les types de prairies, entre les années. On a vu ça déjà un petit peu dans la présentation d'avant. Une majorité de valorisation en termes de quantité sous forme de foin, excepté pour les prairies de courte durée. Et une valorisation sous forme de pâturage qui est plus importante en proportion pour les prairies de plus longue durée. Sur la fertilité, donc là maintenant on passe plutôt à l'approche un peu plus rotation. Donc là ce qu'on va voir c'est l'impact du type de prairie qui précède sur la gestion des cultures annuelles qui succèdent à la prairie. Donc en gros ce qu'on a, c'est un peu compliqué la façon de le dire, ce qu'on a en abscisse, c'est bien le précédent blé tendre. Donc là, c'est les performances sur blé tendre, ici, précédant une autre culture qu'une prairie, un blé tendre précédé d'une prairie de classe 1, etc. Voilà. Donc là, c'est bien les pratiques sur blé tendre. Donc là, on a analysé 1067 itinéraires techniques de blé tendre en agriculture conventionnelle. On a enlevé les bio pour éviter des effets, voilà, évidemment, parce que les pratiques sur les bio sont très différentes en termes de fertilisation. Donc, pour éviter les effets de croisée entre voilà, les types de prairies plus présents dans ces systèmes et les pratiques sur blé différentes. Voilà. Donc en moyenne, on a 140 unités d'azote apportées par hectare et par an de blé tendre, donc on fait la somme minérale et organique. En prenant, alors un choix qu'on a fait, on a pris, si c'était de l'azote organique qui était mis sur blé, on prenait toute la quantité de l'azote organique et on ne l'a pas limité en répartissant sur les cultures d'après. On pourra en discuter, mais on voit globalement qu'il n'y a pas énormément de tendances claires sur l'impact entre le précédent et le niveau de fertilisation. Et que globalement, du coup, c'est ce qu'on voit aussi dans les données, la prise en compte des ARF et des prairies elle reste à optimiser, disons, voilà, pour le dire comme ça. Parce que quand on compare, y compris des pratiques au sein d'une même rotation sur un blé précédé d'une prairie ou précédé d'une culture annuelle, les pratiques sont rarement si différentes que ça, au sein d'une même exploitation. Sur le niveau de rendement des blés tendres, toujours pareil en fonction du type de précédent, donc on voit qu'on a en moyenne de rendement de 67 quintaux à l'hectare, avec des variations qui sont relativement cohérentes à ce qu'on a vu avant, donc quelque part bon, c'est assez clair, il y a une bonne cohérence entre les niveaux de rendement et les niveaux de fertilisation, avec évidemment une forte variabilité aussi. Et donc ce qui serait intéressant, ce qu'on n'a pas pu faire pour l'instant, c'est d'affiner l'analyse en se mettant dans des contextes de production plus homogènes, donc pour un blé, et en faisant varier que le facteur durée de la prairie, pour vraiment essayer de piéger les effets système. Bon, ça reste assez complexe de toute façon comme approche. Sur la protection phytosanitaire, donc là c'est le même formalisme que tout à l'heure, IFT herbicide, IFT hors herbicide. Donc en moyenne on est sur un IFT hors traitement de semences de 2,8. Je disais tout à l'heure qu'en moyenne il était de 4 pour le blé, et quand on refait précisément par rapport à cet échantillon-là, qui n'est pas un échantillon en France, mais
voilà, un peu plus marqué Ouest France, l'IFT de référence moyen, il est de 3,5. On est quand même bien plus bas là en termes de pratique sur les IFT que sur les références d'enquête pratique culturelle. Ce qui est normal parce que là on est quand même que sur des blés qui sont dans des rotations avec des prairies temporaires, et on a déjà montré dans d'autres études que sur ces blés-là, il y a généralement des IFT plus faibles, notamment herbicides. Et en plus, quand on regarde vraiment l'effet précédent, en tendance quand même, les blés qui suivent des prairies de plus longue durée sont plutôt moins traités, notamment sur la partie herbicide. Mais attention, toujours pareil, il y a une forte variabilité entre producteurs, y compris au sein de contextes de production homogènes. Et parfois, on a des surprises, c'est-à-dire que c'est presque l'effet inverse. On a des agriculteurs qui, du coup, ne sont pas forcément très techniques sur les cultures annuelles et qui, du coup, protègent un peu plus même, parce que voilà, ils mettent les doses homologuées, mais ils sont voilà, sur des pratiques parfois un peu plus intensives, parce que pas le temps, pas la maîtrise, etc. Mais en tendance, on voit quand même que les pratiques sont, disons, plus extensives, y compris sur les cultures en rotation. En conclusion, donc, des résultats donc, qui confirment globalement les travaux antérieurs qu'on a pu mener sur le sujet, donc dans le cadre du RMT Prairie Demain, dans le cadre du CASDAR Mélange. Voilà, aussi une étude qui malheureusement présente plus qu'elle n'analyse vraiment les différences observées entre prairies, donc plusieurs raisons à cela. D'abord, et c'est vraiment important je pense, donc c'est pour ça que je commence par là, c'est qu'on est vraiment sur une approche système de culture. Et un système de culture, on ne peut pas dire toute chose étant égale par ailleurs en prenant un seul critère et puis en regardant. Ça n'a aucun sens. Et ça, voilà. Donc ça rend vraiment délicat quand même d'interpréter des différences qu'on peut observer, même si on montrerait en faisant une analyse que les différences sont statistiquement significatives. Bon. Donc c'est voilà, toujours assez délicat de passer du c'est comme ça à pourquoi. Bon. Ensuite, on a un échantillon qui est quand même relativement conséquent, qui rend difficile d'analyser finement chaque système, chaque situation. Voilà. Par ailleurs, on a certaines informations qui nous manquent sur les types d'ateliers animaux qui pourraient être liés au système de culture à l'échelle de l'exploitation, et on a vu quand même que ça évidemment expliquait pas mal de choses en termes de conduite, de type de culture, de mode de valorisation, etc. Et donc en gros, l'idée c'est plutôt de faire du teasing en disant regardez, on a plein de données, ça peut être intéressant. Et donc c'est plutôt voilà, l'idée de dire si ça intéresse certaines ou certains d'entre vous, en valorisant votre expertise, il y a des choses à faire ensemble à partir de ce type de données-là, qui sont je pense actuellement un peu sous-exploitées dans ce milieu. Donc voilà, autre argumentaire, hein, donc ces données du réseau défi Ecophyto, elles sont intéressantes, il me semble, à valoriser parce qu'elles présentent un niveau de précision important. Vous avez vu, description du TK, de la rotation, donc c'est quand même assez précis. On a quand même une volumétrie assez conséquente. On a aussi toute une ingénierie de traitement, donc on a les données qui sont centralisées dans un même outil, les indicateurs qui sont calculés de la même manière, de manière homogène, et toute une ingénierie de récupération et de valorisation de ces données qui rend les choses quand même plus faciles à utiliser et à interpréter. Et il me semble que ce sont des données complémentaires aux autres sources qui existent par ailleurs, où il y a pas mal de données, évidemment on pense au réseau d'élevage. C'est des données souvent plus macroéconomiques, à l'échelle des exploitations, plus à l'échelle des systèmes d'élevage, donc assez complémentaires finalement par rapport à ces données-là. Et évidemment dans des réseaux plus locaux d'expérimentation. Il y a des données aussi très très précises, mais souvent dans des volumétries plus faibles, et avec un nombre d'indicateurs disponibles souvent plus limité. Donc voilà, plutôt l'idée de dire regardez ce qu'on a, et puis ça peut être intéressant pour compléter des travaux par ailleurs menés. Voilà, merci de votre attention. Merci Nicolas. Oui, parce que moi j'entends, mais... Françoise Vertès, INRAE. Je voulais vous demander, merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y a suffisamment de données sur des céréales de printemps ou des cultures de printemps en général pour étudier l'arrière-effet de la durée de vie de la prairie sur la fertilisation? Ça marque peu sur le blé, mais il se trouve que c'est pas très synchrone, la libération la minéralisation d'azote après destruction de prairies et les besoins du blé. Mais sur des cultures de printemps, qu'est-ce que vous avez comme conclusion? Alors, en fait, dans cette étude-là, on s'est concentré que sur le blé, parce qu'il fallait faire un choix. Mais effectivement, dans d'autres travaux, on a pu montrer sur le maïs ou sur d'autres cultures des céréales de printemps, des choses qui étaient assez décevantes aussi, malgré tout. C'est-à-dire, alors soit parce qu'on a un problème dans la saisie des données, peut-être, mais globalement, on ne voit pas d'effet massif quelque part des arrière-effets de la prairie sur la gestion de la fertilisation, y compris sur culture de printemps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par rapport à ce qu'on pourrait attendre, il n'y a pas vraiment des niveaux de fertilisation
beaucoup plus bas quand on est derrière une prairie que quand on est derrière une culture annuelle. Mais il faudrait creuser, évidemment il y a des agriculteurs qui le prennent bien en compte. Et quand on regarde à l'échelle du réseau, massivement, c'est pas des gros niveaux. Mais bon, on a beaucoup de données, donc oui, on pourrait creuser ça de manière beaucoup plus fine, en faisant des sous-typologies, parce que voilà, on mélange aussi des effets annuels, parce que là on mélange des jeux de données qui sont de différentes campagnes, donc voilà, il faudrait vraiment creuser les choses pour traiter ces questions-là sérieusement et en faisant des sous-catégories qui sont peut-être plus homogènes pour faire varier, juste essayer de faire varier que ce facteur-là, disons, du précédent. Question ici. Oui, bonjour, Didier Deloire-Vallis. J'avais une question là par rapport donc aux rotations, donc la place des prairies dans la rotation et notamment leur destruction. Est-ce que vous avez derrière les modalités de destruction de ces prairies? Est-ce que c'est plutôt effectivement destruction mécanique que destruction chimique? Et est-ce qu'il y a un lien avec la durée de vie de la prairie? Donc, je n'ai pas présenté, mais c'est dans le papier, effectivement. Donc, il y a pas vraiment, on a l'information de la destruction. Il n'y a pas vraiment de tendance très forte, en fait, entre les prairies. Voilà, il n'y a pas de... Mais globalement, c'est 75% des cas de destruction par labour. Et du coup, le reste du temps, on est sur soit non-labour et soit chimique glyphosate. Et donc, en gros, 75% labour, 10% non-labour sans glyphosate et puis 5% que glyphosate. Il n'y a pas d'effet vraiment, enfin voilà, il y a des variations, mais il n'y a pas d'effet très fort. Ces types de prairies, c'est principalement du labour. Le type de destruction n'est pas lié à la durée observée des prairies. En tout cas, on ne voit pas apparaître dans les chiffres. D'accord. Oui, bonjour. Gaëtan Louard, INRAE. Tu évoquais à la fin de ta présentation l'intérêt de rapprocher les données de ce type-là, de type de base de données INOSIS. Et tu évoquais en début aussi le fait que finalement le contour des fermes éco-phyto évoluait. Est-ce que dans ces évolutions, il y a des fermes des deux dispositifs qui auraient vocation à renseigner finalement des données à la fois sur l'élevage et sur les prairies? Alors, il y en a effectivement, il y en a qui sont dans les deux. Alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est quand même pas la majorité. Et on a déjà, nous, fait dans le cadre de certains travaux, un rapprochement entre les données des deux types de réseaux. Parce qu'avec INOSIS, on peut avoir notamment des données sur par type d'exploitation, les surfaces qui sont liées à ces types d'exploitation. Et dans DEFI, on calcule les performances moyennes par type de culture. Et donc, en mettant en lien ces deux types de données, on peut évaluer un peu la performance moyenne par type d'exploitation. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà, on essaie un peu de faire converger les deux réseaux. Mais ce n'est pas encore fait de manière... il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense. C'est plutôt mais je milite plutôt pour ça, pour dire que il y a encore plein de travaux très précis sur des questions beaucoup plus précises que des questions très macro qu'on pourrait traiter avec ces données-là. Mais effectivement, il y a déjà des systèmes qui sont dans les deux types de réseaux. Donc on a à la fois des données très précises suivies dans le cadre de défis et des données beaucoup plus globales et très précises aussi, mais à une échelle beaucoup plus importante dans le cadre des réseaux d'élevage. D'autres questions? Anthony, il y en a une autre qui pourra arriver. Oui, Anthony Midval, Arvalis. Merci pour cette présentation et tu l'as dit, ça donne envie d'aller plus loin, ça a des valeurs de teasing. Ça m'a éveillé une question, du coup deux. La première, c'est, on voit bien que l'objet premier, c'est quand même la partie éco-phyto. Est-ce que selon toi, ça veut dire que toutes les autres données, je pense notamment pour faire des bilans minéraux, elles sont à ton avis suffisamment solides et bien renseignées? Et si oui, est-ce que tu t'es prêté à l'exercice? Bien sûr qu'on raisonne à l'échelle plutôt du pluriannuel, mais c'est vrai que quand on regarde la fertilisation des prairies, je mets le N de côté, mais en PK, ça peut paraître sacrément light. Bref, ton avis sur ça et perspective de travail dessus? Bon, en tout cas, dans le réseau défi, on collecte toutes les informations de pratique. C'est ça le deal. Donc en fait, on ne met pas que l'accent sur les phytos, mais vraiment aussi sur toute la fertilisation, donc quel produit est mis, à quelle dose, à quelle date, etc. Donc si les saisies sont bien faites, on a une vision relativement exhaustive des pratiques à l'échelle de la rotation. Ce que je n'ai peut-être pas trop précisé, c'est qu'on ne suit pas toutes les pratiques à l'échelle de l'exploitation, mais d'une rotation. Et du coup, on exclut tout ça, toutes les prairies permanentes, etc. Donc on est vraiment sur une partie de l'exploitation. Ouais. Ensuite, sur la qualité de ces données-là, ça voudrait dire qu'il faut de l'expertise. Ce que tu as dit, en fait, en gros, avec ton expertise, toi, ça te semble, disons, un peu light. Moi, je n'ai pas cette expertise-là pour juger est-ce que les chiffres qu'on a, ils semblent cohérents par rapport à ce qu'on peut avoir. Donc ça, j'ai du mal à me positionner là-dessus.
C'est pas ce que je voulais dire, c'était pas ça, c'est plutôt, est-ce que ça peut pas être une alerte? Alors dedans, Ah il oui. y avait certainement du pâturé, du fauché, c'est difficile d'interpréter, de Ouais, dire ouais. que l'expertise suffit, mais justement de voir s'il n'y a pas matière à aller plus loin. Oui, c'est ça, augmenter la productivité en renforçant un petit peu les... Ouais. Si, certainement. Alors, effectivement, dans le réseau, il y a... Donc, les agriculteurs qui sont dans le réseau, c'est des gens qui sont volontaires pour participer effectivement sur cette approche plutôt de réduction des phytos. Mais évidemment, comme tous les agriculteurs, ils ont une vision système et très globale. Et donc, du coup, c'est souvent assez... Enfin, il y a une cohérence, en tout cas, dans les pratiques qui sont mises en œuvre. Et donc ça, on va plutôt quand même vers une extensification des pratiques dans le réseau qu'une intensification. Pour autant, effectivement, au cas par cas, ça peut avoir effectivement beaucoup d'intérêt de dire, bah voilà, je valorise beaucoup mieux ma prairie, parce que du coup, en mettant un peu plus d'azote, en mettant un peu plus d'éléments fertilisants, pour effectivement aller chercher un rendement un peu meilleur. Donc ça, c'est des trajectoires individuelles, il y a vraiment des situations particulières à chaque fois. Mais voilà, encore une fois, ça vaudrait le coup de creuser un peu plus, parce que moi, je pense que j'ai pas assez d'expertise pour rentrer là-dedans, mais du coup, il y a du travail à faire aussi là-dessus, je pense. Oui, ça, on a bien compris qu'il y avait une mine de données et qu'il fallait remettre les mains dedans pour aller chercher un peu plus. Alors, si vous avez compris ça, c'est bon, moi j'ai réussi Ouais. ma présentation. On va essayer de trouver des volontaires. Une autre question là-bas. Oui, bonjour, Thomas Pioche, INRAE Mirecourt. Je me demandais justement dans les données que vous avez, est-ce que vous avez des informations sur la qualité, notamment microbio, mycotoxines dans les cultures qui suivent les prairies? Et du coup, est-ce qu'il y a des infos? Je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à creuser par rapport aux pratiques phyto. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, on n'a pas d'éléments là-dessus, non, on ne collecte pas ce genre d'infos, et dans l'outil qu'on a, c'est pas conçu, on n'a pas pour l'instant prévu ce genre de choses. Donc il faudrait faire des enquêtes, disons, dans le réseau pour regarder ça. C'est effectivement un enjeu, un sujet très important, hein, mais on ne collecte pas ce genre d'informations en outil. Christian Nicolas, Terrena. Je voulais revenir sur la segmentation des prairies. Ce que j'ai trouvé un petit peu surprenant, c'est qu'on ne distingue pas une partie dérobée du reste. J'aurais plutôt mis les moins de 6 mois, on va dire, ce qui est en dérobé, et puis après, quitte à faire de 1 à 3 ans. Et ça m'aurait paru plus pertinent, parce que les écarts de pratique sont quand même très importants. Et du coup, là, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on n'ait pas plutôt ce type de segmentation. Oui, je comprends. On aurait pu faire comme ça. Après, on multipliait les classes. J'ai dit aussi, on aurait pu peut-être effectivement... C'est par rapport au système de culture. D'accord, ok. Par rapport à l'expertise système de culture, le sens dérobé versus plus de 1 an, 18 mois, ça a du sens au niveau agronomique. Tout à fait, non, mais ça a du sens. Mais effectivement, comme je l'ai dit, on pourrait redécouper effectivement cette première partie-là en 2 parties. Ça, effectivement, on verrait des choses assez différentes. Voilà, ça c'est sûr. Oui, et ce qui est un peu perturbant aussi, c'est quand on parle des mélanges d'espèces ou des espèces utilisées, de ne pas savoir si on est dans l'utilisation pure ou en mélange. Ça aussi, c'est... Ouais. Alors on l'a creusé, mais après il faut faire des choix dans ce moment présent. Je comprends. Mais effectivement, voilà, typiquement, ce genre de choses, on pourrait tout à fait le creuser. On a toutes les informations. Donc 10 pages, c'est court malgré tout, et puis 20 minutes, c'est court aussi, donc il faut faire des choix. Ok, et tu arrives à la fin de ton tour. Merci beaucoup Nicolas. On ne prendra plus de questions pour toi, mais tu restes présent pour répondre à d'autres questions pendant la journée.